Ben, pour ne pas trop déborder sur la pause déjeuner, je vous propose de continuer avec cette table ronde. Donc, table ronde intitulée De la précarisation à la précarité, comment, pourquoi. Donc, j'avais envie de faire un propos introductif, mais il y a tellement de choses qui ont été dites depuis les discours inauguraux hier et maintenant, donc je vais faire simplement qu'un petit rappel. Donc la situation économique de l'édition indépendante se dégrade depuis déjà très longtemps. Et cette fragilisation s'est mise en place depuis plusieurs années et s'est fortement accentuée depuis la crise Covid et depuis les dernières assises il y a 2 ans. Cette crise rend bien sûr, fragilise la biodiversité. Et on peut noter que la concurrence avec les grands groupes éditoriaux est de plus en plus marquée. Bon, pour rappel, les 10 premiers groupes absorbent, je crois, 90% des parts de marché des ventes de livres. Qui plus est, ces groupes sont bien sûr adossés avec les structures de diffusion-distribution, donc qui monopolisent les espaces de vente et particulièrement la librairie indépendante, qui est quand même le point de vente qui nous intéresse le plus. Donc, dans ce contexte dégradé, la mise en mouvement de nouvelles orientations des politiques publiques et des partenaires de livres sont essentielles pour accompagner l'édition indépendante, pour s'extraire de cette précarité. Donc l'idée de cette table ronde, c'est d'identifier quelques causes. On ne les identifiera pas toutes, parce qu'elles sont nombreuses, et je pense que pour le programme de ces 2 jours d'assises va aborder beaucoup de points justement pour essayer de pallier à sortir de cette précarité. Je vais quand même en donner quelques-unes. La concentration des grands groupes d'édition, la dérive commerciale, le non-respect des conditions commerciales, le manque de soutien des institutions, de l'État, la montée en puissance du livre d'occasion, la montée en puissance de l'auto-édition, la question de la répartition de la valeur, on le verra avec les auteurs, l'augmentation du nombre de maisons d'édition, la question du statut, on parle du label, labellisation et plus largement peut-être le statut. Avant de commencer, je vais vous demander donc de vous présenter. On va commencer par la gauche quand on regarde la salle. Donc David Rupier. C'est à vous. Bonjour à tous, donc, je suis David Rupier, directeur général chez Dodd & Compagnie. Dodd & Compagnie, c'est anciennement Dodin Distribution. Thomas et Bordeaux et moi-même avons repris la société il y a 4 ans maintenant. Pour faire court, on a 250 éditeurs en distribution et parmi ceux-là, 90 sont sélectionnés pour qui nous ont également de la diffusion. On a des éditeurs de toutes les tailles, comme c'était indiqué sur les graphes plus tôt ce matin. Et puis une petite particularité, c'est que nous nous refusons à prendre nous-mêmes des maisons d'édition, devenir propriétaires de maisons d'édition, pour éviter le risque ou la suspicion de privilégier un éditeur par rapport à un autre. Voilà, donc on est vraiment là pour défendre les éditeurs indépendants. Oui, rebonjour. Donc éditeur à la boîte à bulles, maison d'édition que j'ai montée tout seul à la base avec des copains et qui a grossi progressivement, qui est distribué par Hachette depuis une douzaine d'années. Et là, on vient de rejoindre aussi Hachette en diffusion. Donc voilà, on sort une vingtaine de nouveautés par an et on a un chiffre d'affaires qui est dans les 700 800 000 euros. Oui, on a chacun notre micro. Bonjour, Thierry Discepolo, je travaille pour les éditions Aragon, qui est né il y a 30 ans d'une revue du même nom. Voilà. Bonjour, Patrice Lockman, directeur général de la Société des gens de lettres, qui est donc une association qui représente et défend les intérêts des auteurs du livre, quel que soit le secteur éditorial dans lequel ils publient. Bon, mais merci. On va commencer. Je vais
donner la parole à Vincent Henry, puisque comme il est déjà échauffé par cette belle présentation de l'étude et sur ce focus sur ces 6 éditeurs. Donc on a pu le voir, il y a des pics d'activité, il y a des chutes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelles en sont les causes structurelles, si c'est structurel ou conjoncturel, et comment les éviter, comment s'en sortir? Ouais, si je peux me permettre, juste pendant 2 minutes, je vais essayer d'être positif. Le dessinateur pourra peut-être faire un gag positif, ça sera cool. Je veux dire, on parle de précarité, mais on n'est pas victime. C'est-à-dire qu'on a tous fait des choix de passion, et donc les vents sont contraires, c'est difficile, mais on est heureux de faire ce qui nous inspire dans la vie. Voilà. Et du coup, oui, il faut trouver des solutions, mais on n'est pas des gens abattus en disant on est des gens qui croient en ce qu'ils font. Et donc on demande de l'aide, on demande des réformes, mais on les demande positivement. Voilà. On n'est pas là par hasard, on est là parce qu'on a une vocation. Je pense que c'est Serge Envik, là, justement, de ça et là, qui disait la différence entre une grosse maison d'édition et une petite, c'est que nous, on remet tout en jeu chaque année. Alors pourquoi ? Parce qu'on est sur le fil du rasoir, la rentabilité n'existe jamais vraiment. On n'a pas de série ou d'auteur phare en général qui fait que tous les ans, on va avoir le nouveau Virginie Grimaldi qui va nous permettre d'avoir de mettre du beurre dans les... Voilà, ou le nouveau Lucky Luke, ou j'en sais rien, quel que soit le genre. Donc il n'y a rien de récurrent, il n'y a rien de gagné par avance. Et je pense qu'on est suspect en plus. Moi j'ai un diffuseur qui me disait, si toi tu sors un livre, le même livre sorti par Dargaud ou par toi, si c'est Dargaud, les gens vont se dire ah ils le font parce que ça va se vendre, et si tu le fais toi, il veut le faire parce que ça doit être intelligent, militant. Et du coup, ils vont plus prendre le même livre avec une étiquette d'un éditeur dont ils savent que son premier but est quand même de vendre, que pour un mec où ils se disent celui-là il est militant, il est artiste, il est je sais pas quoi, quel que soit votre profil à vous. Et du coup, il y a une sorte de prévention, c'est-à-dire que nous, il faut que sur chaque livre, on aille prouver à nos diffuseurs, distributeurs, que ce bouquin, il vaut le coup et qu'on l'a bossé, qu'on a travaillé avec l'auteur, que c'est un nouvel auteur génial, etc., qui nous a pas encore été bouffé par une grosse maison d'édition. Il y a aussi ça, par exemple, nous en bande dessinée, quand un auteur fonctionne bien, il a des avances bien plus confortables ailleurs, et tant mieux pour lui, on en est vraiment heureux. Mais pour nous, c'est un appauvrissement à chaque fois. Donc, on est super content. Mais par exemple, je prends un truc tout bête, si les gros éditeurs pouvaient, par exemple, mettre du même auteur en début de leur livre, et éviter de faire croire qu'ils ont découvert l'auteur par eux-mêmes. Donc, je vais prendre un exemple. Timothée Le Boucher, il a fait un livre chez nous qui s'appelle Dans les vestiaires. Il est arrivé, il a sorti un livre qui a fait un tabac, Le Patient, etc., chez Glénat, des centaines de milliers. Il n'y a pas du même auteur. Donc suite à la sortie de son livre, nous on a vendu 300 ouvrages de plus. Voilà. Et il a fallu qu'on le ressorte avec un bandeau en disant par l'auteur 2, et là on en a revendu 4000. Et du coup, si les éditeurs pouvaient... On n'a pas des droits de transfert comme dans le foot et tout ça, mais... C'est tant mieux, les auteurs sont libres, et on en est heureux pour eux. Mais si les éditeurs les gros éditeurs pouvaient renvoyer l'ascenseur, parce qu'on leur sert de pépinière quand même, clairement quoi, on leur sert de pépinière. Si on n'existait pas, ils seraient obligés de prendre des râteaux sur des jeunes auteurs, et de se consacrer à corriger leurs manuscrits et tout ça, ce qui les emmerderait. Et donc, on est utile dans l'écosystème, clairement. Donc, des gestes simples, comme de promouvoir un auteur en disant il vient de telle maison d'édition, il a fait ça avant. Putain, qu'est-ce que ça serait ça serait positif, quoi. Donc, le côté avoir des trous et des bosses, je pense ça fait partie de notre nature. Plus on sera accompagné par des diffuseurs bienveillants, des libraires qui sont à l'écoute de nos spécificités et qui s'y intéressent, moins les trous seront forts et plus on passera. Mais intrinsèquement, je pense que l'édition indépendante est faite pour être plus fragile qu'une autre.
Oui, ça c'est un constat. Et l'idée c'est d'essayer de sortir de cette fragilité ou au moins de l'amoindrir. Et en fait, la possibilité de rentrer plus en librairie, de rentrer plus dans les réseaux de lecture publique, de rentrer plus dans les salons du livre, ça peut aider et faciliter la chose. Sauf que la question, elle se pose depuis longtemps. Et j'ai même l'impression que parfois ça se durcit. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui me disait les stands pour tel et tel salon me coûtent beaucoup trop cher maintenant. Oui, alors, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se rende compte qu'on est fragile et petit et qu'on ne nous demande pas de marcher sur le même pied que les gros. C'est-à-dire que les libraires qui nous demandent de payer les trajets des auteurs, ben, nous, ça nous coûte. Ça nous pèse. On parlait ensemble de la foire du livre de Brive-la-Gaillarde, que j'adore, je suis briviste. Et c'est là qu'est née ma vocation. Donc, je les adore. Mais depuis 2 ans, maintenant, en bande dessinée, avant, on ne payait pas pour les auteurs. Maintenant, on doit payer pour les auteurs. Or, un auteur de bande dessinée, généralement, il a 6 éditeurs. Donc, pourquoi je paierais pour un auteur pour qu'il aille signer les bouquins des autres? Enfin, il faudrait que tout le monde ait conscience qu'effectivement, un petit éditeur fait du boulot, qu'il est fragile et que du coup, enfin, il faut l'accompagner et avoir une bienveillance qui n'est pas la même que pour les gros, qui a un traitement un petit peu différent, mais de tous les acteurs de la chaîne du livre. C'est-à-dire, on ne demande pas une révolution, on ne demande pas de recevoir des millions, machin, etc. Mais si tout le monde peut avoir conscience que oui, on est fragile de base, et que du coup, on ne doit pas s'attendre à ce qu'on envoie 200 SP, services de presse, que quand l'auteur est nominé à un prix, on envoie 18 livres parce que les membres du jury veulent l'avoir, et qu'on va faire dans une classe une intervention, et que du coup, il faudrait que tous les enfants l'aient, parce que quand même, grâce à eux, on développe la lecture. Oui, on développe la lecture, mais si nous, on commence à donner nos livres à tous les gens qui devraient les acheter, il y a un petit problème quand même. Voilà. Donc il faudrait vraiment que toute la chaîne du livre se rende compte que on est des gens qui tirent le diable par la queue. On est heureux de le faire, mais si juste les gens pouvaient être conscients en face qu'on a un rôle important et que du coup, il faut prendre quelques précautions avec nos structures. Pensez-vous que des structures pour le livre en région, tous ces acteurs puissent contribuer, vous accompagner justement dans ces démarches? Ah mais carrément, enfin, ça c'est vraiment... Enfin, l'ALCA, le cyclique chez nous en région centre, ce sont des acteurs qu'on bénit, hein, tous, on est d'accord? Bon. Et donc, c'est super votre rôle d'accompagnement. La difficulté, je trouve, qu'il y a, c'est toujours d'articuler les relations entre les auteurs, les éditeurs, les librairies, les festivals. C'est-à-dire que je pense que certaines régions très chauvines doivent peut-être plus pousser les uns vers les autres. Mais sinon, on voit des aides à des autres... Enfin, comment dire ? On voit des aides à des librairies, mais des librairies de la région ne vont pas proposer tellement des livres des éditeurs de la région. Donc, s'il pouvait y avoir parfois une circulation, effectivement un petit chauvinisme, pour moi, ce n'est pas un mot tabou, quoi, que les libraires, que les bibliothèques, etc., poussent un petit peu les produits locaux. Bah, on parlait d'AMAP, pourquoi pas. En région centre, par exemple, quand je vais à ma médiathèque, j'ai les artistes locaux dans les CD. Et quand j'arrive dans la partie bande dessinée, parce que, excusez-moi, je lis beaucoup de BD, de littérature imagée, si vous voulez, et ben là, il n'y a pas du tout la notion de produit local, éditeur local, auteur local. Donc, je pense que en plus de nous aider financièrement, en donnant des formations, etc., ce qui est un super rôle que vous avez, il pourrait y avoir aider à ce que l'économie du livre fonctionne un peu en local et donc que votre argent fasse des petits. Quoi. Quand vous donnez de l'argent à une librairie, ça revient à un éditeur et à un auteur local à travers la chaîne du livre. Très bien, merci. On va enchaîner, Patrice Lockman. La question de la précarité des auteurs, bien sûr, elle n'est plus à montrer. Et là, l'idée, c'était que vous puissiez nous montrer les similitudes de précarité vis-à-vis entre l'édition et les auteurs, et les travaux que vous avez amorcés il y a quelque temps déjà, en vue de réforme ou de refonte des dispositifs de soutien. Et vous avez associé notamment la FEDI à vos travaux. Donc si vous pouviez développer tout ça.
Oui, effectivement, cette question de la précarité, c'est-à-dire de la difficulté à parvenir à vivre de son activité professionnelle, souvent exercée à temps plein, elle traverse l'ensemble de la chaîne du livre. Elle concerne évidemment les éditeurs indépendants. Je ne reviens pas sur le constat, que ce soit à travers l'étude socio-économique qui a été faite en 2023, renouvelée et présentée ce matin par la FEDI, qui est éloquente de ce point de vue, sur les études qui peuvent exister, notamment le très bon numéro de Bibliodiversité sur la précarité de l'édition indépendante qui pose l'ensemble du constat. Auteurs, éditeurs et je dirais même libraires partagent aussi cette problématique. Alors ensuite, quand on s'interroge sur les causes, je ne vais pas revenir sur chacune d'elles, mais en tout cas retracer un peu celles qui nous semblent en tout cas communes à l'édition indépendante, aux auteurs et sans doute à une partie des libraires indépendants. On a tout d'abord ce phénomène de surproduction, de surpublication éditoriale, dans lequel évidemment, naturellement, la publication indépendante se trouve noyée dans une offre de plus en plus abondante, avec des rotations, des durées de vie des ouvrages en librairie qui est de plus en plus rapide, donc une chance qui est laissée à chaque ouvrage de plus en plus réduite, et dans un contexte économique, de budget des ménages qui est évidemment, lui, contraint, et donc avec une offre pléthorique et un budget limité. Le développement du marché de livres d'occasion est aussi, je crois, une problématique, en tout cas une cause commune qui affecte l'ensemble des maillons de la chaîne du livre. Je ne vais pas rappeler l'ensemble des chiffres de l'étude qui a été réalisée par la SOFIA, mais qui montre que 20% des livres achetés aujourd'hui sont des livres d'occasion, qu'ils représentent 10% du chiffre d'affaires du livre neuf. Donc il y a vraiment une problématique commune au développement de ce marché, dont on peut par ailleurs penser ce que l'on veut, qu'il est bon ou pas bon, mais il ne reste pas moins qu'il y a une partie de la valeur créée par les auteurs, par les éditeurs, qui échappe aujourd'hui à la chaîne du livre et donc à leur capacité, en tout cas pour les éditeurs, à réinvestir, déjà à se rémunérer et à réinvestir pour financer de nouveaux projets. Donc là, il y a vraiment une problématique commune, je crois, autour de cette question de l'occasion. Le phénomène de la concentration qui a été également effleuré ce matin, qui affaiblit, je pense, en tout cas, tant les auteurs que les éditeurs indépendants, avec des groupes de plus en plus constitués, puissants, et donc non seulement au niveau de l'édition, mais aussi de la diffusion-distribution, avec une particularité que j'observe, enfin, en tout cas, si on regarde chez nos voisins allemands, les activités, je crois, de diffusion-distribution et d'édition sont généralement distinctes. Aujourd'hui, en France, nous, la quasi-totalité des diffuseurs, des gros diffuseurs-distributeurs sont détenus par des maisons d'édition, ce qui conduit évidemment à certaines difficultés pour des éditeurs indépendants qui ne font pas partie des groupes et qui font appel à cette diffusion-distribution. Je mettrai également, même si ça concerne moins les auteurs, mais on n'a pas parlé, je crois, ce matin, de la suppression du tarif livre et brochure, ou en tout cas des tarifs spécifiques qui étaient dédiés à l'envoi de livres, qui permettaient aussi à certaines structures, par de la vente directe ou de vendre leur catalogue, qui affaiblit l'édition indépendante. Puis ensuite, il y a des causes que l'on identifie qui sont plus structurelles, liées à la taille des entreprises d'édition indépendantes, leur capacité de mise en place qui sont naturellement plus limitées dans la mesure où financer des tirages plus élevés que l'espérance de vente d'un ouvrage pour essayer d'espérer avoir une visibilité, en tout cas une large mise en place, ce n'est pas à la portée de toutes les structures éditoriales. Le fait que les offices, quand ils sont diffusés et distribués par des structures de diffusion-distribution qui appartiennent à des groupes, leur place dans les offices sont aussi peut-être plus réduites. L'accès aux moyens, on l'a parlé tout à l'heure, de moyens marketing, c'est-à-dire moyens de communication autour de l'offre éditoriale est elle-même bien évidemment plus réduite que celle des groupes d'édition. Et puis la capacité d'accès aux aides qui existent, que ce soit en région ou au niveau national, qui demande néanmoins un travail administratif. Et quand on voit ce qui ressortait de l'étude de ce matin, le responsable d'une maison d'édition indépendante est multicarte et pas forcément le temps, en tout cas les mêmes moyens à consacrer qu'un grand groupe qui peut avoir des agents totalement dédiés à la constitution de dossiers de demande d'aide. Et juste pour terminer sur le constat, et je crois que c'est là où en tout cas nous on a essayé de travailler et réfléchir, et je pense que c'est quelque chose que l'on partage avec les éditeurs indépendants mais aussi les libraires, c'est la question du partage de la valeur qu'on essaye de mettre en avant, qui nous semble aujourd'hui assez déséquilibré. Alors on n'a pas les mêmes relations
partage de la valeur entre auteurs et éditeurs, il y a le partage de la valeur entre l'éditeur indépendant et ses diffuseurs-distributeurs dont il dépend. Les libraires eux-mêmes ont une question du partage de la valeur. Enfin, quand on observe que l'ensemble des maillons... Toutefois, c'est l'éditeur qui fixe le prix, donc à partir du moment où il fixe... mais dans un marché très concurrentiel, comme je n'ai pas dit tout à l'heure, mais dans un marché de prix fixe, par ailleurs très concurrentiel, où effectivement on peut augmenter le prix du livre, qui peut régler une partie de la question, mais ce n'est pas la seule solution. Donc il y a en tout cas, nous, et on appelle à une réflexion commune, on verra peut-être aux solutions après, mais une réflexion commune, collective, autour du partage de la valeur au sein de la chaîne du livre, quand on voit que l'ensemble des maillons, éditeurs indépendants, auteurs et libraires indépendants, ont du mal à vivre de leur activité dans un marché qui, par ailleurs, n'est pas non plus en chute libre, il y a un vrai sujet de partage de la valeur. Donc je pense que c'est un point sur lequel on pourra revenir. Oui, on pourra y revenir, et puis après on parlera des solutions, enfin des travaux que vous menez pour justement sortir de là. David, je vais vous passer la parole, et notamment pour nous parler de la place de ce que j'ai qualifié de structures de diffusion de taille intermédiaire, même si c'est inapproprié, puisque les entreprises de taille intermédiaire, elles répondent à un vrai statut depuis la loi NOTRe. Oui, merci beaucoup. Alors merci pour l'invitation également pour participer à cette table ronde qui est fort intéressante. Le thème en est un peu sombre, donc je vais essayer d'apporter aussi un petit peu de lumière. Lors de la préparation de cet échange, on m'a demandé de donner un point de vue de diffuseur sur la place des indépendants en librairie et de partager une expérience aussi de distributeur concernant les défaillances d'éditeurs que nous pouvons observer chez nous. J'en profiterai pour donner une piste de réflexion à la fin. Étant donné le temps imparti, je vais considérer les grands faits saillants et les plus communément observés, au risque de rester peut-être un petit peu général. Si on veut des éditeurs indépendants, il faut, en tout cas pour une partie d'entre eux, également des diffuseurs et des distributeurs indépendants. Ça a été dit lors de la précédente table ronde. Ça n'est pas acquis, ça n'est pas évident, et ça peut être aussi délicat, le marché du livre pour un diffuseur-distributeur indépendant de taille intermédiaire. Alors quelle place reste-t-il pour les indépendants en librairie ? D'abord quelques notes positives. Les diffuseurs-distributeurs de taille intermédiaire comme nous, on est reçus partout, dans toutes les librairies. Tant qu'on a un catalogue à présenter, nous sommes reçus. Les libraires sont des professionnels. Lorsqu'on leur propose un titre à fort potentiel, ils savent, dans la grande majorité des cas, le reconnaître, et objectivement, ils sont très réactifs pour donner une vraie place pour ces ouvrages-là, des mises en avant, des demandes de signature, etc. On arrive à faire des mises en place et des ventes sur certains ouvrages qui vont de... tous les mois, on en a qui font 5000 ventes, 40, 60 000 ventes. C'est possible. On a également des jeunes maisons d'édition. J'ai une éditrice qui a démarré à 24 ans sa maison d'édition, qui est arrivée chez nous, qui n'avait encore jamais publié. Et elle a choisi de commencer dans le rayon poésie, ce qui n'est pas le plus évident. Mais elle a su trouver sa place et en fait, presque dès le départ, grâce à ses couvertures, grâce à sa surdiffusion, grâce aux échanges qu'on a pu avoir avec elle, on place en office systématiquement 500 exemplaires, j'allais dire presque facilement, en poésie. Donc il y a des situations qui sont possibles et on peut avoir de beaux résultats. Également les libraires, ils savent aussi, par expérience, faire l'effort d'essayer une maison d'édition. C'est-à-dire que lorsqu'on présente parfois une maison d'édition pour la première fois aux libraires, en fait, on peut se retrouver avec cette première mise en place un nombre plus important de libraires qui auront pris ces ouvrages que 6 mois plus tard. Alors pourquoi ? Parce qu'elles auront essayé et une partie d'entre elles n'auront pas réussi à vendre et peut-être ne reprendront pas la fois d'après. Mais ça montre malgré tout un engagement aussi des libraires à tester et à essayer de vendre certaines nouvelles maisons d'édition qui apparaissent. Évidemment, ensuite, la vie de la maison d'édition continue et elle peut à nouveau gagner petit à petit de nouveaux libraires et de nouveaux clients.
Alors ça, c'était pour l'aspect positif. En revanche, pour le reste du catalogue, pour les titres objectivement un petit peu moins de potentiel, c'est plus difficile à défendre pour nous. Il y a un vrai travail du diffuseur et de l'éditeur pour faire connaître la maison d'édition. Certains rayons, et ça a été redit aussi ce matin, sont particulièrement concentrés, occupés et difficiles. C'est le cas de la littérature générale et de la jeunesse. Les indépendants au sens large, c'est difficile à dire, mais on représente entre 5 et 20% de la place en librairie. Évidemment aussi les libraires, et on peut les comprendre, ils cherchent à limiter le risque. Donc ils peuvent attendre qu'une maison d'édition fasse ses preuves et se développe avant de se lancer. Ne prendre qu'un seul ouvrage aussi, pour découvrir la qualité de la production. Passer son tour par peur de perdre de la place en fait, dans la librairie, ou pour éviter un retour qu'ils suspectent parfois couru d'avance. Il reste aussi la peur de certains libraires qu'un éditeur ne tienne pas dans le temps et qu'ils doivent gérer les retours un petit peu dans l'urgence ou ne pas pouvoir satisfaire la clientèle avec les tomes suivants. Un libraire, il va valoriser énormément l'histoire, alors positive ou le passif d'un éditeur en termes de vente passée et du taux de retour constaté sur les livres précédents. Et c'est pourquoi le diffuseur-distributeur doit vraiment faire attention autant aux mises en place, certes, mais également au taux de retour de sa maison d'édition. C'est un enjeu de pérennité. Il faut éviter les coups de force aux mises en place pour aussi garantir une pérennité de la maison d'édition. Les causes les plus courantes de défaillance maintenant d'éditeurs constatées chez nous. Alors d'abord, elles sont peu nombreuses, heureusement, c'est quelques-uns par an. Il y en a une bonne partie qui sont le fait de pertes de droits internationaux, des pertes de droits manga, light novel qu'on a eu cette année par exemple. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est moins l'objet de nos discussions, mais ça représente une bonne partie des défaillances d'éditeurs. Et donc pour les autres, c'est souvent la fameuse spirale des titres qui plaisent moins, donc une baisse des ventes, un taux de retour qui mécaniquement augmente, ce qui rend encore plus difficile les ventes suivantes et des rentrées d'argent qui ne se font plus pour l'éditeur. Alors comment cette spirale elle arrive ? Au-delà de la situation, inflation, baisse des marges, augmentation des taux de remise aussi libraires, des RFA parfois aussi imposés par certains grands clients qui deviennent compliqués. Il y a malgré tout la surimpression. Ça revient très souvent, on a imprimé trop et en général on recommande à nos éditeurs d'attendre que la tournée soit bien avancée pour qu'ils aient une bonne vue des notés. Mais c'est le cas aussi pour les réimpressions. Il est important de discuter avec son diffuseur avant de réimprimer lorsque le diffuseur-distributeur a besoin de réassort pour s'assurer que c'est valable. Ça nous arrive de dire à un éditeur franchement, attendez un petit peu, peut-être que ça ne vaut pas le coup de réimprimer, sauf si vous le souhaitez réellement. Je ne vous cache pas que c'est difficile après pour les équipes en librairie de la diffusion pour le justifier auprès des libraires, mais objectivement, les libraires, quand on leur explique aussi, peuvent le comprendre, que le livre ne sera peut-être pas réimprimé. Concomitamment, le temps pris par certains éditeurs pour déstocker ou solder les invendus, parce que malgré tout, c'est ce qui se retrouve dans les défaillances d'éditeurs, c'est souvent aussi ceux qui ont un stock historique important et qui n'ont pas fait le nettoyage malheureusement parfois nécessaire. Ceux qui n'auraient pas anticipé non plus les retours 8 à 16 mois après l'apparition de leurs ouvrages. Et de manière beaucoup plus subjective, et c'est du cas par cas, mais c'est parfois aussi de savoir remettre en cause sa ligne éditoriale, de retrouver des livres qui ont plus de potentiel pour les libraires, c'est aussi un point malheureusement important. Ces spirales-là, elles peuvent être extrêmement violentes à vivre pour des éditeurs qui sont déjà parfois en difficulté financièrement, mais objectivement, la plupart des éditeurs chez nous, de manière constatée, s'en sortent et arrivent à inverser ces spirales. Ce n'est pas une situation de non-retour, c'est une situation critique, mais qui n'est jamais de non-retour. Alors comment ceux qui s'en sont sortis de ces spirales-là ont fait ?
D'abord, ils n'ont pas hésité à contacter leur diffuseur-distributeur dès qu'ils sentaient que la situation devenait compliquée, si jamais celui-ci ne les avait pas contactés en amont, pour leur en parler. Tous vos diffuseurs vous donneront des conseils. Ils ne vous obligent pas. Vous n'avez pas à suivre ce que le diffuseur vous propose et vous conseille, mais ça alimente votre réflexion toujours de manière intéressante. Certains éditeurs aussi s'en sont sortis parce qu'ils sortaient des ouvrages très qualitatifs, très chers à produire, mais très pointus, donc difficiles à placer et à vendre. Et sur nos recommandations, ils ont développé également quelques ouvrages beaucoup plus grand public, des beaux livres de fin d'année, et en fait qui leur permettent de tenir dans le temps et qui leur permettent de continuer leur activité de leurs livres qualitatifs de l'autre côté, ce qui est une solution intéressante. C'est aussi le fait de ne pas se focaliser sur les titres qui marchent mal, mais aussi de prendre le temps de se focaliser sur ceux qui fonctionnent bien et d'insister sur cela. Il nous arrive également de proposer à l'éditeur de passer en distribution seul pendant 1 ou 2 ans, le temps de retrouver une ligne éditoriale, le temps de reposer les bases de son activité, ce qui lui permet en fait de prendre un petit peu d'air à certains moments de son évolution. Il y a aussi le risque de chercher à être trop original. Il faut aussi pouvoir respecter certains critères dans la librairie et dans certains rayons. Voilà, il faut que les couvertures collent aux rayons pour le libraire. On a parlé ce matin aussi de surdiffusion, c'est quelque chose que l'on recommande. Alors on disait, mais pourquoi on a un diffuseur et on doit quand même faire de la surdiffusion? C'est pas la même chose, un représentant qui va en librairie et un éditeur qui va défendre sa maison d'édition en librairie. C'est complémentaire, ça ne veut pas dire que c'est facile. En revanche, nous par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à nos éditeurs des listes de libraires qui sont a priori bienveillants et ouverts à les recevoir, pour éviter les pertes de temps parfois dont on a pu entendre parler ce matin, ouverts et pour des librairies qui pourraient être intéressées par vous rencontrer. Ce qui est difficile également, c'est qu'aucune de ces actions, la presse, la surdiffusion, aucune de ces actions n'est suffisante. Et donc ça reste malgré tout un complément, mais pas une solution définitive. Finalement, la meilleure solution, c'est de trouver un titre locomotive qui va positivement impacter pendant 1 an, 2 ans la maison d'édition et ses autres titres. Je sais que c'est facile à dire. Voilà. Côté distributeur, d'une certaine manière, vous n'avez pas le choix d'être très bon, et c'est terrible. Mais comme ça a été dit ce matin, nous non plus. Les diffuseurs-distributeurs, on n'a pas le choix que d'être très exigeants avec nous-mêmes. On nous demande en effet de répondre au même niveau qualitatif que les grands. Et pour ça, on doit investir. On doit investir dans la logistique, on doit investir dans la diffusion, on doit investir dans la distribution au sens large. Nous, on a fait cet effort de livrer les libraires en moyenne en 72 heures pour les réassorts. De servir aussi les monocommandes, c'est-à-dire les commandes de un seul exemplaire, ce qui est très coûteux et pas très écologique, mais ça permet à vous, éditeurs indépendants, d'être visibles en librairie, de mieux suivre les signatures, de chercher des optimisations pour limiter les augmentations aussi de prix logistiques liées à l'inflation, de faire le choix, en tout cas c'était le nôtre, de variabiliser aussi les contrats, qu'il n'y ait pas de coût fixe ou de coût forfaitaire, mais que chaque éditeur paye entre guillemets ce qu'il consomme, je dis comme ça de manière un peu barbare, chez le diffuseur-distributeur. En diffusion aussi, on a une exigence à avoir, vous pouvez avoir une exigence vis-à-vis de votre diffuseur, c'est de faire des remontées terrain et de vous expliquer ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal, et dès le début ou la moitié de la tournée, pour vous aider à vous positionner. Il y a un sujet sur lequel je vais terminer mon propos, qui est le sujet de la garantie, que vous connaissez certainement très bien.
et ce qui va me permettre de, faire de vous soumettre une proposition. Pour limiter un tant soit peu les risques que porte le distributeur quant à la défaillance d'un éditeur et ses retours, en fait, on prélève souvent une garantie sur retour, ce qu'on appelle une garantie sur retour. Celle-ci, elle permet d'éviter plusieurs choses, mais c'est surtout lorsqu'il y a 2 mois d'affilée négatifs pour un éditeur, souvent l'été, où les retours sont plus importants que les ventes, ça nous permet d'éviter de vous demander de faire un paiement, de nous faire un virement pour rembourser immédiatement. Ça permet d'amortir un petit peu les chocs. Ça peut servir également en fin de contrat, même si c'est malheureusement jamais suffisant. J'imagine qu'il y aurait la possibilité de mutualiser aussi éventuellement ces garanties. On a chez DOT des regroupements de petits éditeurs, on a l'exemple avec un acteur belge, et qui permet comme ça d'avoir une mutualisation. Je pense que c'est une idée intéressante pour libérer de la trésorerie pour les éditeurs, mais également de permettre une relation entre l'éditeur et son distributeur au moment où la situation devient difficile. Ça permet d'avoir des discussions plus sereines. Voilà, c'est un système qui de facto se fera à travers des regroupements, alors peut-être par association ou peut-être via des institutions, mais en tout cas je pense que c'est une piste qui peut être intéressante. Pour terminer, on peut trouver des solutions pour redonner de l'air aux éditeurs indépendants ainsi que dans leurs relations avec leurs distributeurs et leurs diffuseurs, mais malheureusement le marché il sera toujours plus exigeant avec nous. Vous, les éditeurs, comme pour nous, les distributeurs-diffuseurs. Voilà, je vous remercie. Merci. Une petite question quand même, parce que on vous a écouté avec beaucoup d'attention, et me vient à l'esprit, on a accompagné, même si ça se tasse maintenant, beaucoup de créations de librairies ou de reprises de librairies. Et ces créations-reprises, elles sont essentiellement portées par des personnes qui sont en reconversion. Donc, est-ce que tous ces lieux de vente, toutes ces nouvelles personnes sont vraiment à l'écoute des diffuseurs de taille intermédiaire, ou est-ce que c'est vraiment, ils privilégient vraiment les groupes? Comment vous êtes reçus? Comme je le disais en introduction, objectivement, on est reçu très correctement. On est reçu partout et on est reçu correctement. Après, c'est vrai qu'on nous attend moins. Objectivement, on est obligé de défendre chaque ouvrage. On ne peut pas dire bon ben je te mets tout ça et puis ce sera très bien pour toi. Chaque ouvrage doit être défendu, mais il n'y a pas forcément. Évidemment, les libraires indépendants, beaucoup ont une attention particulière, voilà, qui est plus marquée pour l'édition indépendante. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Thierry Discepolo. L'idée, c'était de faire un portrait de la concentration de l'édition qui invisibilise bien sûr les éditeurs indépendants et d'introduire quelques propositions. Elles ne sont pas nombreuses, au moins 3. Tout le monde se souvient certainement de la rencontre qui a ouvert les premières assises de l'édition indépendante à Aix-en-Provence en février 2023, où étaient présents le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, le directeur général du CNL, Centre national du livre, le directeur de la SOFIA, Société française des intérêts et des auteurs de l'écrit, et le président du SNE, Syndicat national de l'édition, c'est-à-dire les représentants des principales instances nationales du livre en France. Également, au bout de cette longue table, après le directeur de la culture de la région sud, mais sur le côté, était disposée la directrice de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. Il s'agissait d'un échange sur les politiques de soutien à l'édition indépendante. En réponse à l'exposé des urgences pour l'édition indépendante donné par la représentante des structures régionales du livre, un exposé précis, clair, et dans ce contexte, quand on songe à l'état du rapport de force particulièrement courageux, où il s'agissait de définir un plafond aux aides de l'édition en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'aides par maison, mais aussi, entre autres suggestions, d'établir une taxe à la surproduction en termes de coûts écologiques. En réponse donc à ces propositions modestes et de bon sens, le directeur général du CNL a expliqué, je cite, « Au nom de la diversité de la création, notre mantra
au ministère de la Culture, on n'imposera jamais de plafond. Nous n'avons pas vocation à exclure des maisons d'édition des soutiens du CNL. » Fin de citation. Et de donner un exemple, le soutien par le CNL en 2022, je cite, d'un formidable ouvrage, un dictionnaire du Moyen-Âge, dont il signale, en se penchant en arrière pour s'adresser dans un geste de connivence à 2 chaises de lui au président du SNE, un ouvrage publié aux éditions du Seuil que Vincent connaît bien. Fin de citation. Il n'est pas sûr que Vincent Montagne connaisse bien les éditions du Seuil. En revanche, il est sûr qu'il l'a racheté avec le groupe La Martinière 5 ans plus tôt. Le directeur général du CNL précise encore, je cite, « C'est un ouvrage extrêmement coûteux qui a vocation à être ouvrage de référence. Il réunit tous les grands spécialistes et nous devions de le soutenir pour le rendre accessible au public. Nous n'avons pas vocation, quel que soit le chiffre d'affaires du Seuil, à l'exclure de nos soutiens. » Fin de citation. Si cette profession de foi ne souffre aucune ambiguïté, de fait, elle enterre les quelques pistes ouvertes par la directrice de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, on pourrait faire quelques remarques sur ces prérequis, ne serait-ce que sur la compatibilité entre la mission de sauvetage de la diversité de création, l'état de concentration qu'a atteint l'édition française et le rôle de l'État dans ce processus, notamment au travers des aides attribuées à des groupes éditoriaux qui, du fait de leur croissance et de leur lien avec de puissants intérêts industriels et financiers, ne sont plus seulement désormais en mesure d'acheter, comme depuis presque toujours des maisons, mais désormais d'autres groupes. C'est l'une des rares vertus de Vincent Bolloré que d'avoir mis à jour avec éclat les dangers de la concentration éditoriale. Même si la cause de cette révélation, l'outrance de son programme de restauration des valeurs millénaires de l'Occident chrétien, a un peu tendance à aveugler son public. Après tout, le problème vient surtout du fait qu'autant de pouvoir puisse tomber dans les mains d'un seul individu. D'autant plus quand on sait que ce type de profil, les États-Unis en ce domaine servent de modèle, est aussi loin que possible d'un humanisme dévoué aux causes telles que la défense des libertés publiques, l'égalité économique devant la loi, la fraternité entre les peuples, l'urgence médiatique, etc. Le principal problème vient donc de l'arrivée d'un soutien actif des droites extrêmes à la tête du plus grand groupe éditorial français, mais beaucoup plus du système qui l'a permise. Un constat qui ne semble pas partagé par les médias dominants et les représentants de la politique culturelle de l'État français. Sans remonter avant le début de ce siècle, on se souvient des louanges reçues par Jean-Marie Messier pour son montage du groupe médiatique transnational Vivendi Universal en 2000. On se souvient aussi que l'effondrement en moins de 2 ans de son château de cartes a permis au groupe Hachette de doubler provisoirement sa taille. On se souvient bien sûr qu'alors, au nom de, je cite, l'indépendance éditoriale, incarteront, je cite, de grands indépendants, dont les groupes Gallimard, La Martinière et Le Seuil sont montés à l'assaut de Bruxelles pour tenter d'arracher au lion sa part. On se souvient enfin que la victoire de cette geste a donné naissance au groupe Editis en 2004, sous la férule du patron des patrons d'alors, le baron Ernest Antoine Célière. Mais aussi du rachat du Seuil par le groupe La Martinière avec l'aide de l'industriel du luxe, le groupe Chanel. La suite des années 2000 voit enfler les groupes Editis, Gallimard et Actes Sud par des acquisitions ponctuelles. Les années 2010 connaissent une accélération avec le rachat par le groupe Gallimard du groupe Flammarion, ce qui donne naissance au groupe Madrigal, avec les capitaux de LVMH, c'est-à-dire Bernard Arnault. Puis, le groupe Payot, racheté par Actes Sud en 2012, et le groupe La Martinière par le groupe Média Participation en 2017. Enfin, la naissance des groupes Humensis en 2016 et Bourgoin en 2019. Ces derniers ont été respectivement rachetés l'an dernier par les groupes Gallimard et Albin Michel. Cette situation peut-elle être favorable à la diversité de création? Nombreux en doutent. Pour cela, le mantra du ministère de la Culture ne peut être satisfait que par un développement de l'édition indépendante conjoint à un arrêt, voire une réduction de la concentration éditoriale. Voici une représentation de la situation actuelle. Cette carte prend le contre-pied de la vision dominante, celle que donnent notamment les planisphères et classements de livres hebdo. On n'a pas seulement choisi ici de ne pas représenter que les gros chiffres d'affaires, en plus des groupes, une poignée d'indépendants, sont présents l'ensemble des éditeurs de littérature générale. Une version simplifiée de cette carte
paraîtra dans le Monde diplomatique en avril prochain et son pendant avec les éditeurs de BD, jeunesse et de beaux livres est en cours. En outre, contrairement à la vision habituelle de la représentation des maisons, elle ne suit pas les chiffres d'affaires mais les dates de création et les statuts. Les groupes d'un côté, avec leurs maisons indépendantes, et les indépendants sont ici au même niveau. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il est allé vite. Ça nous a pris beaucoup plus de temps pour la faire. En fait, c'est pas aidant, ce truc-là. En fait, on a retiré les industriels du livre scientifique ou pratique, les groupes Relx et Lefebvre-Sarrut, trop loin du marché du livre généraliste et de la formation des opinions. Si cette carte représente l'ampleur de la concentration éditoriale, les 90% du chiffre d'affaires de l'édition produit par une poignée de groupes, dont les plus gros sont la propriété de grandes fortunes, les rangs dans les classements Challenge en euros et Bloomberg en dollars sont indiqués. Si cette carte représente l'ampleur de la concentration de l'édition, elle expose en même temps la véritable source de sa diversité, les maisons indépendantes. On comprend bien en effet que ces groupes, de moins en moins nombreux et de plus en plus gros, sont devenus ce qu'ils sont en se nourrissant du renouvellement régulier de nouvelles maisons dont ils absorbent en les achetant le chiffre d'affaires, qui leur permettra d'en acheter d'autres, mais en absorbent aussi la créativité, indispensable pour contrebalancer la stérilisation qui touche les maisons dépendantes soumises à une production standardisée pour assurer la rentabilité que réclament leurs contrôleurs de gestion. Ce qu'on voit moins, mais que la plupart des éditeurs indépendants éprouvent au quotidien, c'est qu'au niveau de concentration atteint par l'édition, les conditions de précarité, plus ou moins importantes dans lesquelles sont maintenus les indépendants, n'est rien d'autre que le maintien des conditions de leur rachat. Parmi les innombrables avantages qu'auraient les maisons dépendantes sur les maisons indépendantes, on mentionne toujours l'économie d'échelle réalisée par les groupes, notamment sur les charges fixes. Une réalité économique d'ailleurs qui n'a rien de spécifique à l'édition. Ce n'est pas le seul avantage. Les plus importants sont certainement les moyens logistiques et financiers dont bénéficient les grands groupes. Les 4 plus gros possédant en outre les plus grosses entreprises diffusion-distribution et 2 sont propriétaires de médias, voire de chaînes de librairies. Ces moyens leur permettent d'élever la surproduction au rang de stratégie d'occupation, déverser sur les libraires et les médias une vague pour repousser celle de la concurrence. Une mécanique qui illustre la rentrée littéraire quand déboulent des centaines de romans dont la plupart sont destinés à être pilonnés avant la fin de l'année, quelques-uns déjà choisis surfent plus ou moins bien et d'autres déjà choisis sont poussés vers les prix littéraires pour booster les ventes en supermarché et de Noël. Pour l'essentiel, cette édition sans éditeur, pour reprendre la formule de l'éditeur franco-américain André Chiffrine, produit des livres vite faits, vendus en masse ou pilonnés en masse. Sur la base de ce diagnostic sommaire, mais qui a largement été développé au fil d'articles et d'ouvrages, tentons quelques suggestions pour corriger quelques-uns des dysfonctionnements de ce système en suivant les conseils du ministère de la Culture et du CNL. Pas seulement la sauvegarde de la diversité de création, mais aussi la satisfaction des enjeux sociétaux et de la lutte contre la casse écologique dont ces institutions soulignent à juste titre l'importance. Pour commencer, il faut donner un statut juridique à l'édition indépendante, comme il en existe par exemple pour le secteur de la presse, protégé au nom de la liberté d'expression. Un statut qui pourrait, comme l'évoquait il y a 2 ans lors des premières assises de l'édition indépendante, le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture, je cite, « être inscrit dans notre Constitution parce qu'après tout, le livre, c'est un moyen de communiquer et de former l'opinion. » On pourra ajouter aussi d'éducation. On pourrait partir de la définition élémentaire que le CNL donne d'un éditeur indépendant. Ne pas être la propriété d'un groupe et ne pas dépasser le chiffre d'affaires annuel d'un demi-million. Pour ne pas être accusé de misérabilisme, on peut multiplier ce chiffre par 2, 10, voire 20, sans changer grand-chose. Sur la base de ce statut, on pourrait ajouter les avantages fiscaux associés à la presse, au statut de presse indépendante, mais aussi les tarifs postaux préférentiels dans l'esprit du tarif livre et brochure pour l'exportation de la culture française que la Poste abandonne cette année. Si ce statut d'éditeur indépendant protégera la diversité de la création éditoriale face à l'état de concentration, il sera insuffisant. Il faut aussi réguler. Une première mesure simple, déjà évoquée voilà 2 ans par la directrice de la Fédération internationale du livre et de la lecture, internationale non, interrégionale,
serait d'établir pour l'attribution des aides à l'édition un plafond en termes de chiffre d'affaires à définir et de nombre d'aides par maison et non par groupe, en tenant compte non pas des enseignes mais de leur propriété. À ces exigences répond tout simplement le fait de réserver les aides aux maisons indépendantes telles qu'on vient de le définir. Ce sera en outre le seul moyen d'éviter que l'État, par les aides aux groupes, nourrisse la concentration éditoriale, principal facteur de stérilisation de la diversité de création. Le directeur du CNL, le directeur du livre au ministère de la Culture, ayant réaffirmé voilà 2 ans encore leur souci de l'impact écologique, s'impose l'établissement d'une taxe sur la surproduction. Ce qui sera aussi un premier pas pour répondre à la demande urgente formulée par le syndicat de la librairie française en juin dernier, à quelques jours des rencontres nationales du livre de la librairie à Strasbourg, je cite, « une baisse drastique de la production de livres ». Pour que cette mesure ait un effet, il est de bon sens qu'elle s'adresse en priorité aux quelques-uns qui produisent 90% du marché du livre plutôt qu'aux nombreux qui en produisent 10%. Dans la même logique de décroissance qui croise dans l'occurrence la protection de la diversité de création, citons 2 acteurs majeurs de la consommation de biens répondant moins aux besoins sociaux environnementaux qu'à des soucis mercantiles et aux exigences de l'accumulation. D'abord la publicité, qui fut longtemps interdite pour le livre, un interdit qu'il est temps de rétablir. Ensuite la vente au supermarché, où s'écoule une production standardisée avec un gâchis incompatible même avec les plus bas critères environnementaux. Sans parler de la régulation des supermarchés en ligne, dont l'emblème est Amazon, dont on connaît l'ampleur des impacts écologiques, et puisque nous sommes aussi soucieux des enjeux sociétaux, l'indignité des conditions de travail faites à leurs employés dans leurs entrepôts dantesques. En outre, ces mesures devraient recevoir le soutien des libraires, qui accueilleront une partie de cette clientèle égarée, à qui on est sûr qu'elle offrira autre chose à lire que la production promue par les chaînes en continu de Vincent Bolloré. On le voit bien, ces mesures sont peu coûteuses et assez bénignes. Une fois acquises, il faudra s'attaquer à la racine, c'est-à-dire légiférer la possibilité pour un groupe éditorial de posséder médias, diffusion-distribution et chaînes de librairie. Comme Patrice Lockmann l'a dit tout à l'heure, en Allemagne, ça n'est pas le cas. Il s'agit de réduire la concentration éditoriale, la concentration horizontale et verticale dans l'édition française, désormais aux mains de 4 grandes fortunes. Produit des effets pervers de la concurrence par le jeu même des marchés, ce contexte d'oligopole débouche inévitablement sur des concentrations et les grands groupes issus de ce phénomène n'ont alors qu'une obsession, préserver leur position, quel qu'en soit le prix. C'est pourquoi l'ensemble des dangers qui pèsent sur la production et le commerce du livre comme outil d'émancipation et partie prenante de tout projet de démocratisation de la culture se résument à la concentration dans l'édition. On remarquera que les quelques mesures suggérées pour corriger le dysfonctionnement du marché éditorial sont indépendantes de tout critère intellectuel, artistique, politique, scientifique ou autre, pour n'en fixer qu'un seul, la taille. Limiter la taille d'un acteur économique, c'est limiter sa capacité de nuisance. Il en va pour le champ éditorial comme il en va pour la politique, la société et l'environnement. Nous avons dépassé le stade du sauvetage des acquis d'un monde qui n'existe plus. Il faut passer à l'offensive avec des analyses et des propositions claires. Il m'a semblé que la Fédération des éditeurs indépendants était le lieu pour ouvrir ce chantier. Merci Thierry pour cet exposé et ces préconisations. J'ai envie de dire la feuille de route est dressée pour sortir de la précarité. En tout cas, il y a vraiment des éléments structurels pour accompagner. Je pense que il y aura sûrement des questions quand ça sera l'heure des questions. Je redonne la parole à Patrice. Qui souhaitait, lui, exposer la manière dont il travaille sur les 3 points qu'on avait évoqués également. Oui, en tout cas dans le prolongement du constat, je crois, enfin en tout cas des causes qui peuvent être identifiées de cette précarité ou précarisation d'un certain nombre d'acteurs de la chaîne du livre. Il nous semble qu'il y a un certain nombre de mesures correctives, en tout cas de solutions collectives, qui peuvent être apportées. Alors sur le phénomène de surpublication ou de surproduction, l'idée d'une taxe sur la surproduction, pardon, que j'ai entendue, je comprends. Après, voilà, il faut voir comment ça se met en œuvre et si on arrive à des politiques de quotas, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable. En tout cas, je crois qu'on voit baisser aujourd'hui, en tout cas ces dernières années, la production sous l'effet d'un certain nombre
facteurs, coût du transport, coût du papier, et voilà, commence à diminuer. Non, après sur les mesures de soutien plus directes, il y a effectivement un certain nombre d'actions collectives ou de mutualisation. C'est pour ça que j'en appelais tout à l'heure à réfléchir aussi entre auteurs et éditeurs, et les contacts qui ont été pris entre la GDL et la FEDEI depuis quelques années maintenant voilà, vont dans ce sens, notamment à travers des mesures de formation, en tout cas de partage d'informations. La GDL, qui est organisme de formation destination principalement des auteurs, a mis en place, en partenariat avec la FEDEI, des modules de formation à destination des éditeurs indépendants, partant du constat que bien souvent, un certain nombre de difficultés qui peuvent exister entre auteurs et éditeurs en aval du contrat d'édition, de sa signature, lorsque ce contrat est mal ficelé, mal rédigé, voilà, amène à des situations qui sont compliquées pour les deux parties. Donc on a créé des formations communes, enfin en tout cas partagées à destination des éditeurs. Je vous invite à en prendre connaissance à travers 3 modules sur le contrat d'édition, la négociation des droits, la cession des droits et les redditions de comptes aux auteurs. Après, il y a des mesures de mutualisation qui ont été évoquées. Je crois qu'il y aura une présentation du projet Hoc Libris cet après-midi qui va dans ce sens, c'est-à-dire d'optimisation des gestion des stocks, des tirages, d'amélioration de la performance économique des structures éditoriales à travers des outils mutualisés de gestion qui peuvent aussi faire gagner du temps, puisque j'ai entendu que c'était une des questions aussi qui se posait pour l'édition indépendante, le temps disponible pour les responsables de maison. Parallèlement au projet Hoc Libris, il y a le projet Phileas dont vous avez entendu parler, qui a été mis en œuvre collectivement entre auteurs, éditeurs, libraires, qui répond à un besoin ancien et partagé d'amélioration de la transparence ou de l'information sur les chiffres de vente de leurs ouvrages, qui est un outil qui pourra aussi apporter peut-être aux éditeurs indépendants une information plus régulière, plus fiable sur les ventes de leurs livres, donc permettant un meilleur ajustement des tirages ou des retirages. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de mesures que l'on identifie de notre côté, pareil, collectif, de redistribution. On en revient à la question du partage de la valeur dont on parlait tout à l'heure, notamment sur le livre d'occasion. Une réflexion a été engagée de manière collective autour de l'idée d'une contribution d'un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui profitent, ou en tout cas bénéficient ou captent une partie de la valeur produite par les acteurs de la chaîne du livre, sans participer, sans contribuer au financement de la création. Je parle notamment de certaines grosses plateformes qui captent aujourd'hui une part essentielle de la revente de livres d'occasion. Il nous paraîtrait assez juste, enfin plus que juste, nécessaire pour la survie de l'ensemble de la chaîne du livre, que ces acteurs contribuent à travers une contribution au financement de la création et un partage entre auteurs et éditeurs de cette compensation d'un préjudice finalement. Une réflexion également autour des mesures de soutien sans doute. C'est vrai que la question du label que j'ai entendu tout à l'heure rejoint un peu ce qui a existé il y a quelques années autour des librairies indépendantes. Il existe un label de librairie indépendante qui ouvre droit à des exonérations de cotisations, de charges, qui peut être une possibilité aussi dès lors que l'on définit effectivement par un certain nombre de critères les structures éditoriales qui en auraient besoin. Il y a peut-être aussi de la simplification autour des dispositifs de demande d'aide pour les éditeurs indépendants, parce que, comme on le disait tout à l'heure, voilà, la complexité administrative souvent de ces dossiers, ou en tout cas le temps nécessaire à les compléter, à les adresser aux organismes en question, n'est pas forcément à la portée de toutes les structures éditoriales. Et puis, autour des questions d'action collective, oui, je crois qu'en tout cas, c'est ce que l'on partage aussi à la Société des gens de lettres, c'est-à-dire ce qui se fait avec succès, quand je vois le nombre de personnes dans la salle, de réunir autour d'actions collectives ou d'organismes pour partager un certain nombre de constats et défendre des intérêts communs qui dépassent, je crois, ceux des éditeurs indépendants, enfin qui couvrent pour un certain nombre d'entre eux l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre et les auteurs notamment. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelques mots à vos prises de parole avant que je... Il y avait une idée aussi en prolongement de ce qu'on dit sur le marché de l'occasion, c'était de faire payer des droits aussi sur les auteurs du patrimoine pour que ça finance un peu voilà, toutes les œuvres du domaine public, qu'elles puissent financer elles aussi, alors au moins peut-être la sécurité sociale des auteurs, etc. Nos amis de URSAF Limousin, qu'on aime tous.
Mais autant les abonder pour que les auteurs puissent avoir des conditions. Oui, c'était alors effectivement, je crois que c'était une idée qui a été portée il y a très longtemps par un monsieur qui s'appelait Victor Hugo, qui a fondé la GDL, qui effectivement était l'idée que dès lors qu'un auteur tombe dans le domaine public, puisque les droits tombent 70 ans après la mort de l'auteur, que les droits générés par les ventes ou l'exploitation de son œuvre après sa mort puissent revenir à la collectivité. Lui, il pensait à la collectivité des auteurs, évidemment, pour financer un certain nombre d'actions ou de soutien aux auteurs. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui a été plusieurs fois évoqué, qui n'a pas eu de traduction législative, mais ça fait partie des éléments de réflexion. Oui. Merci. Je crois qu'on a balayé quand même pas mal d'aspects, même sans rentrer longuement, mais j'ai envie de retenir la question du statut juridique, les avantages fiscaux, les tarifs postaux, la question de l'environnement, la question de la formation de l'apprentissage. Donc je crois qu'on a une belle liste. Et j'ai envie de vous poser la question au niveau des contrats de filière en région. Alors j'ai toujours ce prisme un peu régional et de décentralisation. Donc est-ce que vous pensez que les dispositifs d'aide peuvent vraiment favoriser à une sortie de précarité des maisons d'édition indépendantes? Je pense que plus les acteurs régionaux connaissent les entreprises qui sont dans leur berceau, plus elles peuvent intervenir intelligemment. Peut-être que dans les interventions, il faut qu'il y ait des interventions type bourse tous les ans, tous les machins, etc. Mais peut-être qu'il y ait aussi une antenne de sauvegarde, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des demandes qui soient faites en plein milieu d'année pour des situations particulières. Mais ça demande qu'il y ait des gens dans les agences qui aient le temps de les traiter. Et que ça soit peut-être moins équité. Il faut que tout le monde ait rendu à 23h59, sinon c'est fermé, quoi. Je pense qu'il y a cet élément. Vous êtes proche des... Un peu plus de réactivité dans les... Plus de réactivité. Et puis, une société qui va mal, il ne faut pas qu'elle attende 12 mois pour vous représenter son dossier. Il faut peut-être avoir une... Ouais, vous êtes proche des structures et c'est votre grande valeur. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment que vous les accompagniez, qu'il y ait un dialogue. Donc via les agences, enfin via les associations locales, régionales, mais aussi si quelqu'un trébuche, que vous soyez là pour lui tendre la main, et soit pour l'aider à l'orienter, soit voilà. Un truc tout bête, par exemple, les experts comptables. Moi, j'ai connu des boîtes qui ont coulé parce qu'ils avaient un expert comptable qui ne comprenait rien à la chaîne du livre. Et du coup, les gars gardent du stock. On garde du stock, on a le droit, mais il faut les provisionner. Et le jour où on pilonne, et parce qu'on n'a jamais provisionné, et ben, ça coûte une blinde. Alors que si on est contraint de pilonner, on n'aime pas ça, mais on est contraint de le faire, et qu'on a déjà provisionné, ça coûte rien. Donc avoir autour de nous un écosystème de gens qui connaissent vraiment la chaîne du livre et qui nous conseillent, en particulier les experts comptables, de façon appropriée pour que les décisions de gestion soient les bonnes. Je pense que l'agence régionale du livre peut avoir ce rôle-là de tuteur, entre guillemets. De ressources. Ouais. C'est bon. Dans la liste que vous avez donnée, des options, en fait, il manquait la dernière, qui était ce que j'appelais se toucher à la racine. Donc il ne faut pas oublier, d'accord, même si ça sera la dernière, il faudra d'abord acquérir les autres, donc un statut, etc. Notamment sur les deux points que Patrice Lotman a évoqués. En fait, une taxe, c'est pas difficile, une taxe, il ne s'agit pas d'établir des quotas. En fait, c'est une taxe à la pollution, en fait, dont on parle. Une taxe à la surproduction, ça a été dit ce matin, c'est une taxe à la pollution. Et que je sache, l'État a déjà appliqué les taxes à la pollution. Alors, c'est des pollutions plus connues, plus directes, d'accord, mais c'est assez facile à établir. Après, appliquer, c'est beaucoup plus difficile, notamment quand on s'adresse à des très gros, c'est-à-dire les plus gros pollueurs. De même, quand on parle de simplifier les dossiers d'aide, sans doute, mais enfin, avec un petit peu de professionnalisme, il est assez facile de devenir compétent pour appliquer des dossiers d'aide. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est lutter quand on a des grands groupes qui dissimulent en fait l'ampleur du nombre de marques qu'elles possèdent. Et comme les dossiers qui sont déposés, ils ne sont pas déposés aux propriétaires des groupes, mais ils sont déposés par marque, si vous voulez. Quand vous avez 40 marques dans un groupe, en fait, vous avez 40 moyens
de démultiplier vos demandes de subvention. Donc c'est plutôt la concurrence qui est à ce niveau-là, plutôt que le temps à passer pour une subvention. Merci. Vous voulez... Juste réagir sur la notion de pollution. C'est vrai que nous, on aura du mal à considérer qu'un livre, même qui ne s'est pas vendu, est un produit polluant. Donc je ne sais pas si c'est cette voie dans le... Mais voilà, et par ailleurs, on est dans une économie de l'offre, enfin, vous connaissez aussi, qui nécessite de mettre sur le marché, de rendre visible nécessairement plus de produits qu'ils ne vont se vendre. Donc après, je suis d'accord, il y a un équilibre à trouver. Je ne sais pas si de rentrer dans des logiques de pollution ou de taxes polluantes sur des livres est forcément la meilleure voie pour tous. Mais voilà. Bon, si je vois l'heure, si on veut terminer à l'heure, je vais passer la parole s'il y a des questions. Oui, je vois... Oui, bonjour à tout le monde. Je réagis tout simplement parce que j'ai écouté Thierry Discepolo. Il se trouve que j'étais aux premières assises l'année dernière à Aix-en-Provence. J'avais pris la parole dans la salle et j'ai dit quelque chose et il y a eu un écho dans ce que Thierry a dit tout à l'heure. Je vais lui répondre comme s'il n'y avait que lui et moi dans la salle. En préambule, je signale la hauteur, la grandeur des penseurs français à travers l'histoire littéraire du monde. David Rupier doit m'avoir dans ses archives. Je suis éditeur depuis une quarantaine d'années. Ce que je voulais dire par rapport à la pensée française à travers la littérature mondiale, c'est que je suis dans le monde de l'écriture. J'ai publié des livres sur les techniques d'écriture. Et j'ai traduit beaucoup de livres de l'américain, de l'anglais au français. Et je suis surpris de voir comment les auteurs, aussi bien les écrivains américains, reprennent les idées, les grandes idées de penseurs français. Et je me dis, en voyant le nombre de prix aussi, les prix Nobel français, que la pensée française a sa place, une première place dans la pensée universelle. Et d'écouter Thierry ce matin, je me dis, ça rejoint ce que j'avais pris le micro pour dire l'année dernière, à savoir qu'il en est de la littérature, il en est des livres comme de la politique. Et en écoutant, quand je suis parti d'Angers hier soir pour venir ici, je me suis dit, Victor, tu as pris le micro l'année dernière pour dire quelque chose cette année. Tiens-toi à carreau, tu n'as rien à dire qui puisse influencer que ce soit, mais va à Bordeaux parce que tu vas revenir avec des idées pour faire ton petit boulot, tranquille, peinard, solitaire dans ton coin. Et voilà, en l'écoutant, je me suis dit, non, tu ne peux pas laisser les propos de Thierry sans réagir. Alors, tout ce qu'il a dit, ça constitue 90% de la fameuse Constitution française qu'il appelle de ses voeux, et moi aussi. Et tout le reste, les 10%, ce sera que des détails. Alors, ce que j'avais dit l'année dernière, je répète puisque j'ai le micro, l'édition indépendante de demain. Moi, je barre le mot indépendant, je mets édition française, entre guillemets, francophone de demain. Et là, on a trop d'offres et peu de demandes dans les livres français. La politique, et j'y reviens, et je conclue dessus, depuis le général, il y a une certaine politique, là on est en géopolitique, il y a une certaine politique qui est franco-française et qui reste ici. Il y a un marché colossal, c'est là que je reviens sur l'édition francophone de demain, un monde colossal en demande d'écriture, de livres, de partage des pensées qui s'appelle le monde francophone. Ça, c'est une spécialité française. Francophone. Francophone, ça ne veut pas dire français. Ça veut dire tout sauf français. Ça veut dire Afrique francophone, 50 États, avec des gens qui n'écrivent pas, qui ne lisent pas, parce que le pouvoir d'achat est trop faible. Alors nous, ici, qui sommes éditeurs franco-africains, et qui éditons des livres ici, on ne peut même pas être lu en Afrique. Et je dis que l'édition de demain, si elle n'ouvre pas, si elle ne découvre pas cette terre promise du livre qui s'appelle l'Afrique francophone, vraiment qui est unique dans toutes les colonisations qui ont subi des indépendances, des décolonisations, si l'édition française n'a pas découvert ce monde-là, qui est une pépite d'or, qui est vraiment un monde de tous les possibles, vraiment dans le monde aujourd'hui, surtout
depuis 2020, depuis le Covid, qui a ouvert tous les esprits, tous les possibles, aussi bien dans la politique que dans l'économie, et maintenant vraiment dans le livre, vraiment ce monde de demain, aux 10e assises, aux 20e assises de l'édition indépendante, on en sera toujours là. Voilà, et je conclue là-dessus. Merci pour votre contribution. Ça suscite des réactions ou pas? Il y avait une question, donc monsieur, oui. Oui. Non, alors c'est moi qui vais prendre la parole, pardon. Pascal de Widian. Moi, je voulais peut-être juste revenir sur des idées simples dont, par exemple, Vincent a dit tout à l'heure et dont je pense que la Fédé doit être le porte-parole. Le fait de citer les auteurs avant, enfin, je veux dire, c'est un gros coup de main pour l'édition indépendante. Ça pourrait être légiféré et être très très simple à mettre en œuvre. Ça coûte rien et ça peut vraiment nous rendre service. Je pense aussi à une autre chose, c'est que les aides, quelles qu'elles soient données enfin, voilà, par le CNL, par les régions, par quoi que ce soit, il peut peut-être y avoir, lorsque c'est possible, une relation à l'écologie, c'est-à-dire que peut-être qu'il peut y avoir des bonus ou des malus suivant où sont faites les fabrications. C'est aussi peut-être une façon simple d'aborder les choses. Alors, peut-être qu'on ne sera pas suivi là-dessus, mais en tout cas, le grand public, lui, pourra nous suivre, donc ça peut être une piste. Et après, moi, j'aurais une question. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir, par exemple, pour une institution comme le CNL, d'avoir la répartition entre des aides entre les éditeurs de groupe et l'édition indépendante, par exemple. Alors, monsieur, et après, madame. Alors, je vais faire bref. C'est une goutte d'eau sans doute, mais je voulais évoquer brièvement une solution qui permettrait de faire des économies, d'apporter une réponse à la précarité concernant la mise en page. Et c'est une solution que M. Discipolo connaît bien, puisqu'il fait appel au collectif Smolny pour la mise en page de ses ouvrages, qui utilisent des logiciels qui ne sont pas du tout connus dans l'édition littéraire, mais qui permettent, alors qu'ils sont des logiciels libres, ce qui met les éditions Agone, qui est un éditeur de gauche, et un éditeur donc très engagé en accord avec ses principes, de faire appel à des logiciels libres plutôt que des logiciels de multinationales américaines. Et il se trouve que donc ces logiciels, les logiciels de la famille Tech, LaTeX, UATech, ZilaTech, permettent d'atteindre un niveau de qualité vraiment remarquable et en un temps record, ce qui permet des gains de productivité considérables et qui met une mise en page de qualité à la portée de tout éditeur, et notamment, je pense, aux éditeurs du monde francophone, aux éditeurs africains qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et qui pourraient accéder, grâce à ces logiciels, à des mises en page de qualité pour seulement quelques dizaines d'euros, pour un livre de 300 pages. Une autre question, madame. Ouais. Marjorie Dana, les éditions Révolution, avec un accent circonflexe sur le rêve, c'est important pour nous. En fait, c'est un constat qui lie deux choses dont vous avez parlé. À la fois la problématique de la surimpression, de la surproduction, mais aussi des aides, et par exemple du CNL. En fait, je ne sais plus qui, je crois que c'est Thierry qui disait la CNL proposait des aides pour tous, mais en fait, quand on regarde les critères, il faut qu'au moins le livre soit imprimé à 500 exemplaires. Ils ont rajouté cette année que ce soit qu'il y ait diffusion et distribution. Et s'il n'y a pas diffusion, il faut quand même être diffusé dans un réseau stable de librairies avec un minimum de machin, avec un minimum de machin. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, petite maison d'édition, c'est des critères que je ne peux pas avoir. Donc je ne peux pas avoir ces aides et mes auteurs ne peuvent pas non plus avoir ces aides-là. Donc questionnement. Et par rapport à justement la surimpression, je ne sais pas comment nous, univers du livre, on peut réfléchir à sortir de cette économie de l'offre et du volume. Là, au plus on tire de volume, au moins ça nous coûte cher. Nous, on fait le choix pour des raisons écologiques, mais aussi de trésorerie, de faire de l'impression à la demande imprimée en France, parce que c'est aussi important pour nous, mais du coup, ça nous coûte cher. Comment on peut réfléchir à peut-être s'approcher de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, l'EFC, dans nos métiers du livre, pour sortir de cette surimpression des
des milliards de tonnes de livres au pilon et de répondre à la demande aussi sociétale, écologique et au niveau social aussi, que les Français mettent de plus en plus en avant. Donc je ne sais pas s'il y a des choses qui sont faites justement au niveau de contacter les spécialistes de l'EFC pour notre marché du livre. Oui, je ne sais pas si c'est une réponse, mais je ne sais pas s'il faut sortir de l'économie de l'œuvre, parce que c'est aussi la capacité à diffuser une très large diversité auquel on est tous attachés. En revanche, les outils tels que celui dont je parlais, Phileas, qui a pour vocation précisément à disposer d'informations plus fiables et en temps quasi réel pour permettre aux décideurs, à celui qui décide du tirage ou du retirage, de prendre sa décision en connaissance d'un certain nombre de paramètres économiques et d'être au plus près de ce qu'il peut espérer vendre. Après, alors déjà, ce n'est pas un outil du SNE, c'est un outil créé par une société commune entre une dizaine d'organismes professionnels de la chaîne du livre qui vont des auteurs aux éditeurs en passant par les éditeurs et notamment le cercle de la librairie. Qui se sont réunis pour constituer un outil à destination de l'ensemble des maillons de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires. Alors c'est vrai, dans un premier temps, l'ouverture doit se faire en second semestre 2025 à destination des auteurs, pour lesquels il y avait également une demande assez forte de transparence sur l'information, sur les chiffres de vente de leurs livres. Dans un second temps, Phileas sera ouvert à l'ensemble des éditeurs et notamment des éditeurs indépendants, j'allais dire, puisque les grosses maisons et structures d'édition, par définition, soit à travers leurs outils de diffusion-distribution ou de panels qu'elles peuvent acheter par ailleurs, ont déjà accès à une information que n'ont pas les petites ou moyennes maisons d'édition. Donc c'est précisément pour les petites et moyennes maisons d'édition qu'il est créé. Alors je n'ai pas le détail de la tarification, mais l'objectif était de créer un outil qui soit abordable pour tous les acteurs avec un coût de souscription proportionnel à leur chiffre d'affaires pour qu'ils puissent justement bénéficier à tous. Donc je pense que c'est plutôt à travers ce genre d'outils qui améliore la connaissance et la capacité de réactivité et de meilleure gestion des stocks, des retirages, que la solution à la surproduction, pas que, mais notamment, peut être apportée plus qu'à travers des quotas ou des choses qui viendraient restreindre la diversité et la liberté de publication aussi, parce que quand j'entends quotas, fixer des quotas ou des taxes sur des produits polluants, en assimilant livre à un produit polluant, ça me gêne un peu, donc je pense que c'est plutôt à travers ces mesures de régulation par les éditeurs eux-mêmes de leur production que l'on arrivera à moins produire, à produire mieux. Sur la surimpression, depuis 2020, on a quand même un phénomène où les lead time, les délais d'impression sont plus longs qu'avant. On nous demande de caler le papier, je ne sais pas combien de temps avant. Et du coup, on a des retours de diffusion, comme on disait, qui sont tardifs par rapport au moment où on doit passer les commandes d'ouvrages. Et si on arrivait à avoir une réactivité de la chaîne de fabrication, il y a des gens qui font, il y a des imprimeurs, des machins en haut. Il y a un certain nombre d'industries où on ne peut pas faire du tirage à la demande parce qu'on est en couleur, quadrille, c'est compliqué. Donc nous, on a vraiment besoin de passer par l'offset. Et en fait, on doit confirmer à l'imprimeur des quantités avant d'avoir les retours de la diffusion. Et quand on va voir l'imprimeur en disant en fait c'est plus 4005 parce que je croyais que ça allait marcher, puis en fait les libraires en veulent pas, donc c'est 2005. En veulent moins qu'on espérait. Et bien en fait l'imprimeur me dit c'est pas possible, j'ai acheté le papier, je suis bloqué. Donc je suis absolument pas pour le malthusianisme en fait. La créativité nécessite de faire des livres. Mais si nous on pouvait ajuster nos tirages avec une visibilité meilleure. Et voilà, donc entre diffusion et impression, si on était moins pris en sandwich, on pourrait vraiment plus facilement imprimer le juste nécessaire et baisser une partie du pilon. S'il vous plaît. Merci. Thierry. Sur l'ajustement des dossiers CNL sur les petites structures, il est évident que de toute façon, le principal partenaire du CNL, comme ça a été dit il y a 2 ans, en fait, c'est le SNE. Donc, il est indexé là-dessus, c'est là-dessus qu'il s'indexe, d'accord. L'ouvrage en question dont le président du SNE parlait, c'est un énorme ouvrage, si vous voulez. C'est un ouvrage, il n'est absolument pas juste que seul le seuil ou une maison de groupe peut le faire, c'est pas la question. Mais en revanche, c'est ajusté à ça, d'accord. C'est ça leur vision de la diversité, d'accord.
Donc il est évident que le genre de structure dont vous parlez n'ont pour le moment pas leur place, d'accord. C'est-à-dire c'est pas la logique, c'est pas fait pour ça, d'accord. C'est pas fait pour ça. En revanche, le statut dont je parlais tout à l'heure, qui va imposer déjà des conditions de fonctionnement, des conditions fiscales, des possibilités d'aide, qui sont un statut qui est en place. Ça n'est rien d'autre que le statut de la presse indépendante. Et encore une fois, je ne l'ai pas suggéré, y compris le directeur du livre à la lecture du ministère de la Culture l'a suggéré. Il a même suggéré, comme je disais tout à l'heure, de l'inscrire dans la Constitution, d'accord, c'est-à-dire au titre de liberté d'expression. Voilà. Ensuite, sur la demande de citer, que les grands groupes citent les auteurs quand ils ont publié d'autres livres, évidemment, c'est faire appel à une chose élémentaire, mais c'est juste souligner qu'en fait, l'ensemble du fonctionnement est exactement l'inverse de ça. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous servons en fait à essuyer les plâtres avec les jeunes auteurs, et donc un auteur qui commence à publier dans un grand groupe, en fait, n'a jamais existé avant. Je connais plusieurs auteurs qui ont des œuvres qui sont 1, 2, 3, 4, 5 bouquins, et donc la première fois qu'ils publient dans un grand groupe, le livre paru est annoncé comme premier livre. J'ai plus en tête même une fois premier roman. C'était le 4e, d'accord, mais le roman précédent était paru chez les gens qui ne sont là que pour travailler, en fait, pour les grands groupes. Une fois qu'on aura pris la mesure de cette réalité, on pourra y répondre. Encore une fois, visiblement, j'ai du mal à me faire comprendre, même quand je parle d'un problème qui est la surproduction. Je pense que je ne suis pas le premier ici. Ce matin, ça a été évoqué aussi plusieurs fois par plusieurs intervenants. La surproduction est une mécanique réelle, c'est-à-dire c'est pas du tout un détail. Quand les raisons pour lesquelles les 90% de chiffre d'affaires sont assurés par une poignée de grands groupes, et parce que cette poignée de groupes, en fait, est capable de produire des quantités industrielles de livres. Des quantités industrielles qui sont, dans les frais de production, sont intégrés. D'accord, ils sont intégrés dedans. C'est un travail qui est à la fois un travail de communication, c'est un travail qui est destiné aux libraires. Je ne sais pas, n'importe quel libraire sait ici que la mécanique maintenant qui est d'accélération systématique de production en quantité par les grands groupes fait que leur qualité principale, c'est-à-dire faire des choix, est de plus en plus difficile. Comment voulez-vous assurer un choix quand vous avez des grands groupes qui vous balancent à peu près en permanence tous les mois des livres dont eux-mêmes ont déjà calculé que dans leur coût de production, et de toute façon ils ne vont durer que quelques mois. C'est déjà intégré, c'est-à-dire c'est une mécanique d'imposition d'un type d'édition. Comme disait Michel Valézy des éditions de l'éclat, le problème avec les grands groupes, c'est pas le métier qu'ils font, c'est le fait que faire leur métier m'empêche de faire le mien. Juste quelques mots, parce je vois que l'heure est... J'ai juste un doute sur le fait que des gens sortent des livres pour perdre de l'argent dessus. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est j'ai toujours un problème, moi. Quand on dit qu'il y a trop de personnes qui font des livres ou qu'il y a trop de livres, j'ai toujours l'impression que c'est moi qui vais sauter le premier. Et du coup, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que je pense vraiment que si on met du malthusianisme, c'est les petits qui vont trinquer. Voilà. Donc, philosophiquement, je suis juste gêné. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ne vont pas s'exprimer. Il y a des auteurs qui sont chez nous qui ne vont pas aller gagner plus chez des gros. J'ai toujours un problème quand on veut bloquer le système, parce que je pense que, in fine, ça va retomber sur les plus petits. C'est juste ça. C'est la règle en général qui est toujours un petit peu étonnante. C'est il nous faut des riches. C'est grâce aux riches que les pauvres ne sont pas encore plus pauvres. J'ai bien peur que cette logique, ça fait très longtemps qu'on a montré qu'elle était vicieuse, mais en vérité, on peut même inverser complètement les choses. Il n'y a jamais assez de livres. Jamais assez de livres. En rajoutant, il n'y a jamais assez de bons livres. Il y en a trop de mauvais. Merci pour cette conclusion. Oui, excusez-moi. Bon, on a vraiment débordé, en fait. Rapidement, alors.
Bonjour, Natacha Kubiak du Centre national du livre, juste pour rectifier un peu sur le nombre de dossiers possibles pour demander des aides. C'est pas par marque éditoriale, c'est par groupe. Donc les groupes ne peuvent pas demander et déposer autant de dossiers que vous l'avez soulevé. Et sinon, par ailleurs, pour tout ce qui est les demandes, les dossiers, on se propose de vous retrouver ce soir à 18h. Pour expliquer et répondre à vos questions sur les dispositifs du CNL. Merci beaucoup et bon appétit.